Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Très heureux de vous retrouver pour entamer une saison qui s'annonce haute en couleur puisqu'elle s'achèvera avec la Coupe du Monde en Russie. La troisième couverte par Casa Milan. Chacun sait que nous sommes quelques-uns ici à privilégier les compétitions internationales et nous serons donc très attentifs aux performances de la nationale et au mondial dans moins d'un an. Mais aujourd'hui nous présentons le Milan 2017-2018 en commentant les faits marquants de l'été, les transferts, en tâchant également de dessiner une équipe type et en énonçant nos attentes et nos espoirs pour cette nouvelle saison avec Nico, Emilia et Tom. Salut à vous. Salut à tous. Retour donc sur une intersaison très mouvementée avec des dépenses considérables, des arrivées de joueurs talentueux qui augurent de belles choses. Nico, on n'avait pas vu ça depuis fort longtemps, probablement le début des années 2000, non ? Exactement, et pour une fois ça fait un bien fou de voir déjà des promesses tenues de la part des nouveaux dirigeants, car on avait promis à chaque mercato qu'elle allait avoir un peu du mieux avec Berlusconi et Galliani, on n'a jamais rien vu, et là les promesses ont été tenues, on a réussi à garder Donnarumma avec l'histoire qu'il y a eu en tout début de période estivale, et pour l'instant déjà les résultats se voient sur le terrain avec des très bons 6 matchs officiels, 6 victoires. Bon, donc satisfait. Emilia. Alors, je vous laisse pendant une saison. Et on change les dirigeants. On a un propriétaire qui a de l'argent. On a des recrues intéressantes qui sont pas à paramètre zéro. La communication est parfaite. On commence à gagner des matchs. Il était temps que je revienne là, les gars. C'est quoi ce bazar ? Ben oui. Je reconnais plus rien, moi. Emilia, le Je suis perdu. Non mais c'est clair. Non mais c'est quoi ce bazar ? J'arrive, moi je regarde l'équipe, je connais plus personne et tout. C'est waouh. Non, plus sérieusement, waouh. Je suis bluffé. Je m'attendais à... En fait, quand les propriétaires sont arrivés, moi je m'attendais à un truc un peu avec enfin, j'étais assez sceptique. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme avec Tohir à l'Inter, tu vois, c'est-à-dire que le mec il met un petit peu d'argent dans le cochon de temps en temps, mais c'est vraiment histoire de dire. Et il nous sort des déclarations, là d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la dernière qui est absolument fantastique, qui s'est dit qu'il était devenu supporter de l'Inter quand ils ont recruté les 3 Hollandais. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça fantastique. Ah oui, cultivé. Cultivé le type. Très crédible surtout. Donc bref, je m'attendais un peu à ça. Et en fait, au contraire, non seulement les recrues sont faites intelligemment, elles ne sont pas surpayées, chose que je craignais un petit peu aussi. Et moi, c'est surtout au niveau de la communication que je suis bluffé. Parce qu'il pourrait en faire des caisses, il pourrait faire un peu comme le PSG, partir dans tous les sens, faire un peu n'importe quoi, etc. Au contraire, on sent que c'est très maîtrisé, on sent que c'est très réfléchi. Les personnes qui ont été placées à la dirigeante, en gros, les mecs qui ont de l'argent, ils savent qu'ils y connaissent rien au foot et ils ont su s'encadrer de bonnes personnes, je trouve. Ils ont su mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour avoir un truc cohérent et pour l'instant, je suis très content à la fois hors terrain. Et pour venir un petit peu plus sur ce qui se passe sur le terrain, j'aime beaucoup la capacité qu'a montré ce Milan dans ce premier mois de compétition à savoir se rendre les matchs faciles. Parce que aller en plein milieu du mois d'août faire un match de qualification au bon milieu de je ne sais quel pays d'Europe de l'Est, ça a tout du match piège. Sauf que les mecs, en 10 minutes, ils ont mis 2 buts. Donc au moins, l'histoire, elle est pliée, c'est terminé. T'as plus de doute, t'as plus d'angoisse, t'as plus le stress qui monte au fur et à mesure des minutes et que t'arrives pas à marquer. Non, les mecs, ils plient le match tout de suite. Et ça me plaît beaucoup. J'adore cette capacité qu'a ce Milan à être efficace. Bon, bah effectivement, c'est vrai qu'il y a du nouveau. Tom, c'est une révolution quelque part, hein, puisqu'on était sur Berlusconi, Galliani évidemment depuis des lustres, et ces dernières saisons n'étaient pas extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris bien évidemment au niveau du recrutement. On va parler, hein, bien entendu, tout à l'heure du mercato plus précisément, mais globalement, c'est vrai que les choses évoluent. De ton point de vue, quelle analyse en tout cas tirerais-tu, quelle conclusion tirerais-tu, première conclusion bien sûr, de ce qui s'est passé ces derniers mois? Bah, comme tu dis, c'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution à tous les niveaux. Donc au niveau de la communication, au niveau des transferts, donc des types de transferts aussi. Fini donc les paramètres zéro, fini les petits copinages avec le Genoa où on prend un Kuchka ou je ne sais quoi le 31 août. Bon, encore que la fin du mercato n'est pas terminée, donc on verra d'ici 23 heures, mais ça en prend pas le chemin. Au niveau de la qualité des joueurs, donc c'est vraiment une évolution, réelle révolution à tous les niveaux. Et bien sûr, je pense qu'on aura toujours à redire sur quelques noms, sur quelques choix, sur quelques tournures de phrases. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un mercato d'une très très grande qualité. On pouvait difficilement faire mieux sur une première année d'un rachat. D'ailleurs, je crois sur les derniers clubs européens qui ont été rachetés. Donc, Emilia a sorti l'Inter, mais on peut sortir plein d'autres exemples de clubs qui ont été rachetés. Je n'ai pas le souvenir d'un club qui a été aussi rapide, aussi pertinent.
en tout cas dans son premier mercato post-rachat. Donc bien sûr, il faudra voir ce que ça va produire sur la durée, mais en tout cas sur ce que j'ai vu sur le mercato et ce que j'ai vu sur les 6 premiers matchs, pour l'instant, ouais, je suis très enthousiaste. Alors Nico, je crois, a une news à annoncer et puis pourra bien évidemment étayer son opinion sur ce qu'on vient de dire. Ben, c'est Nyang, apparemment, ça y est, c'est officiel, le contrat a été déposé à la Lega, il a signé au Torino, donc c'est un prêt de 2 millions, plus une option d'achat obligatoire entre 15 et 16, et 2 millions d'euros de bonus en fonction des résultats du Torino. Donc ça y est, c'est terminé, on est débarrassé, le dépressif, le dépressif du Milan est parti. Si je peux me permettre, je vais peut-être rajouter un point. On sait acheter, mais on sait maintenant vendre. Parce que donc 15 millions, donc non, même pas, c'est 17 millions pour Nyang. 20 potentiels. Voilà, 20 potentiels. Ajouté quand même aux 12 millions de Deschilio un an de la fin de son contrat. Donc on vient quand même on va récupérer 32, quasiment 32 millions pour 2 chèvres. Pour 2 chèvres, vraiment. On est passé d'incompétents. Ah mais c'est impressionnant. Avec Galliani, on l'aurait vendu. D'ailleurs, on l'a vu. Nyang, période avant rachat, c'était prêt au Genoa, prêt à Montpellier et prêt à, j'ai oublié le club anglais, Watford. Voilà. Donc, on a vu la différence. Voilà. Là, on arrive à s'en débarrasser. 32 millions dans les caisses, ça fait du bien. Et puis merci. Van Ginkel aussi, quoi. Nico. On est quand même bien d'accord que le foot tourne sur la tête avec Dembélé à 150 millions. Mbappé avec 6 mois dans les jambes à 180 millions quasiment, et aujourd'hui un monde où Nyang vaudrait 20 millions d'euros quand même, c'est quand même assez incroyable tout de même. Pour moi, le foot est en train de partir mais très loin. Je me rends compte que Neymar à 220 millions c'est cadeau aujourd'hui en fait. Mais là, il faut former, Nico, c'est pour ça qu'il faut former, ça nous évitera ce genre de déconvenus à l'avenir. Mais c'est d'autant plus vrai, du coup, ce qu'a dit Emilia et Nico, c'est qu'on a réussi à savoir acheter. Parce que vu les prix actuels du marché, je trouve que nos achats, peut-être à une exception près, je les trouve très pertinents et très peu chers par rapport au marché qu'on a vu tout le long de l'été. Comme a dit Nico, les sommes pour Dembélé, Mbappé et compagnie, quand on voit qu'on arrive à voir, Bonucci c'est un cas à part, mais à 40 millions, mais même quand on arrive à voir Rodriguez à moins de 20 millions, pour moi, c'est phénoménal. Donc, c'est vraiment, on faut souligner aussi la qualité des achats aussi. On va laisser finir Nico. Je voulais juste rajouter une dernière chose concernant ce qu'a dit Tom sur le recrutement du Milan. Cette année, Milan a une nouvelle politique, donc aussi pour parler sur vers ses supporters. Ils le font beaucoup sur les réseaux sociaux et surtout par Facebook. À 23h aujourd'hui, il y a une vidéo en direct qui est prévue avec Fasson et Mirabelli, avec apparemment, passons aux choses formelles, c'est ce qu'ils disent à chaque fois avant chaque nouvelle recrue, avant la signature et la présentation du maillot, avec le maillot. Donc certains sont en train de se dire, est-ce qu'on va avoir une surprise à 23h voilà. Avec peut-être un nouveau joueur. Emilia ? Ouais, non, simplement, je me posais une interrogation toute bête, là, comme ça. C'est si, dans un monde où Nyang vaut 20 millions, une baguette de pain, ça coûte combien ? Ah, m'en parle pas. 20 millions. J'étais parti sur 25, mais c'est la question. Non, c'est vrai. Non, mais on peut se poser plein de questions de ce genre-là, mais le foot, vous l'avez dit, marche sur la tête, c'est l'expression, et c'est vrai qu'on peut tous être choqués. On fait cette émission depuis des années maintenant. On n'a jamais trop, on a fait quelques spéciales sur le football dit moderne, sur le prix, sur le salaire, sur toutes ces choses-là des joueurs, mais c'est vrai que c'est devenu n'importe quoi, on est tous d'accord sur ce point, et les gens qui nous écoutent, qui suivent pas forcément le foot assidûment, ne peuvent que tomber de leur chaise, quoi. Moi je suis tombé de ma chaise quand même. Moi, il y a un truc quand même sur lequel j'aimerais revenir, à propos de ça, à propos de ce foot business, et notamment des sommes. Ok, on s'exclame que Neymar, 220 millions, 30 millions la saison, etc. etc. Aujourd'hui, il y a 2 comparaisons que j'ai envie de faire. Une petite comparaison cinéma d'abord. Quand Depardieu prend 12 millions pour un film, personne ne dit rien. Parce que personne le sait. Parce que personne le sait, Mia, ça sort moins dans la presse. Bah ouais, mais personne le sait justement. Ça choque moins, donc personne s'y intéresse. Si tu veux. Et pourtant, les mecs prennent des cachets monstrueux. Donc, encore 12 millions de Depardieu ? Je sais pas combien ils prennent, mais je sais qu'ils prennent, ça se chiffre en millions ce qu'ils prennent. C'est pas l'addition d'une semaine de restaurant, non ? C'est possible. Avec Pinard, sans Pinard. Mais en gros, le maquillage du président de la République, on pourrait en parler aussi, hein, mais bon. Voilà, non, mais tu vois, il y a des sommes comme ça qui.
effectivement, le foot c'est cher, mais si on rapporte Neymar, ok, 220, etc. Mais combien de joueurs sont capables de faire ce qu'il fait? Même, sans parler de joueurs, allons plus loin. Combien de personnes sur 7 milliards et demi d'individus sont capables de faire ce que Neymar fait? Certes. À partir de là, effectivement, c'est cher. Bien sûr que c'est cher, c'est toujours cher. Mais ce qui est rare est cher. Et ce qui est demandé est cher aussi. Or, Neymar, il est les deux. Donc, moi, ça me choque moins. Et puis, quant à son salaire annuel, moi, je rappellerai seulement que des mecs comme LeBron James, par exemple, c'est 35 millions la saison. Euh, c'est les montants des sportifs de très haut niveau. Et nous tout sommes simplement. les coupables, Emilia. Il faut rappeler que les gens qui vont au stade, les supporters qui achètent les maillots, qui regardent les matchs et donc la pub, etc., sont à l'origine de tout ça. Ah, bien sûr, s'il n'y avait pas ces gens-là, les montants ne seraient pas aussi grands parce que les clubs auraient. Oui, les audiences et les affluences sont constamment battues. Donc, l'inflation est globale. Hein. Le monde du foot augmente en termes de revenus, donc forcément, après en termes de dépenses, ça augmente aussi. Le prix d'un maillot il y a 15 ans et le prix d'un maillot aujourd'hui. C'est le double. Voilà, moi je me rappelle avoir acheté des maillots du Milan à 40-50 euros. Maintenant tu les achètes, ils sont à 90. C'était en Espagne ou au Maroc, non? Non, c'était dans un magasin, une chaîne de magasins de sport de chez nous que je ne citerai pas. Ah, il est bon, il veut pas citer les. Ah, c'est comme à la télé, Mia, c'est parfait. Je ne cite pas les marques. Mais non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé effectivement d'acheter des maillots comme ça là-bas et c'était pas si cher que ça. À 40 euros, t'avais quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, il faut au moins le double pour ressortir avec un mauvais troisième maillot. Ah oui, c'est certain, c'est certain. Et que dire du prix des places, notamment en Angleterre, hein, du prix des billets. Les gens, à un moment donné, on sait qu'ils ont fait une sélection par l'argent. Hein. En Italie, par exemple, je sais qu'une fois, ils m'avaient parlé, les supporters, ils me disaient avant un abonnement, quand il y a eu le début de l'euro, c'était à Milan, un abonnement en virage était à 110 euros. Aujourd'hui, il est à 210. D'accord. Bon. Voilà. Et c'est Tom qui va clore ce tour de table et nous passerons à une rubrique qui n'était pas prévue et qui a été justement proposée par Tom. Vas-y. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Nico et Emilia. Bon, après, au niveau de l'argent, comme je l'ai dit, hein, pour moi, il est de bon ton de taper un peu sur les footeux niveau argent. Alors effectivement, c'est aberrant, mais on va pas le dire 150 fois, on le sait. On le sait, mais voilà, c'est qu'il faut taper sur les footeux. Effectivement, machin gagne 30 millions, Mbappé a fait 6 mois, coûte 180. Oui, c'est aberrant, oui, mais c'est les acteurs, d'autres sportifs, parce qu'on peut parler aussi d'autres sports. Emilia a fait la comparaison avec un basketteur. On peut parler aussi de certains tennisman qui gagnent une blinde. C'est des comparaisons avec des mecs qui sont archi surpayés, qui peuvent vivre 150 ans en faisant vivre leur génération. Il y en aura plein. Il n'y a pas que les footeux. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, l'inflation des prix, voilà, c'est bon, basta. Le problème, c'est la conjoncture, pardon de te couper, mais c'est qu'on vit dans un monde, en tout cas en Europe, où on demande aux gens de se serrer la ceinture un peu partout. C'est-à-dire qu'on nous impose des cures d'austérité. C'est en cours, là, même si certains disent que c'est pas vraiment de l'austérité, peu importe, on n'est pas là pour faire de la politique. Mais le décalage, le fossé se creuse. Et ça, je crois que c'est ça qui frustre les gens. Évidemment, nous qui suivons le foot, ça nous choque pas parce qu'on est habitués quelque part. Non, mais je suis d'accord avec toi. Faut penser aux spectateurs lambda. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, on tape que sur le foot. Oui, tu as raison. C'est un mec comme, on en parlait en off, un mec comme Montel qui fait des vagues parce que il critique, je crois, le prix de Neymar, alors que à côté de ça, il va s'enthousiasmer sur un mec comme Usain Bolt qui doit coûter pareil à mon avis, qui doit recevoir un paquet de pognon. Ça me gêne. Bien sûr, tu as totalement raison. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, t'as l'impression, en tout cas l'impression que j'ai, c'est que le foot c'est un cas isolé, alors que pour moi, c'est pas le cas. Emilia, un petit point et on passera au top et au flop du mercato. Ouais, simplement sur la perception du gain d'argent, c'est très franco-français, j'ai l'impression, parce que tu vois, par exemple, autre comparaison basket, cet été, pendant la saison, là, le syndicat des joueurs tu sais, il y a des salary cap aux États-Unis, et en gros, c'est lié à des accords qui durent un certain nombre d'années avec le syndicat des joueurs. Il n'y a pas un lien avec la nationalité ou avec là-dessus d'ailleurs? C'est très compliqué. D'accord. Vraiment, c'est en fonction du club dans lequel tu arrives. On va pas digresser, mais voilà. j'avais entendu vaguement parler de ça et ça m'avait plu. Je voulais l'appliquer au foot il y a quelques années. Mais vas-y, je te laisse continuer. Donc en gros, là, ça a été renégocié cette année puisque le contrat arrivait à échéance là à l'été 2017. Donc ça a été renégocié. Et donc du coup, les plafonds salariales ont tous augmenté.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui ont signé des contrats cet été, ils ont signé des contrats absolument fous. En plus, quand tu annonces le montant d'un contrat en NBA, tu l'annonces tout revenu cumulé, en fait. C'est-à-dire, par exemple, tu as Rudy Gobert qui a signé un contrat l'année dernière. Il a signé, je crois, c'est quelque chose comme 100 et quelques millions sur 4 ans. On l'annonce comme ça. Ok. Batum, c'est 120 sur 5 ans. Par exemple. En fait, c'est pas tu divises par 5, c'est qu'en fait tu montes au fur et à mesure par pourcentage. Et le truc, c'est que ça a été annoncé, donc nouvel accord, les plafonds salariales augmentent, donc les mecs signent des contrats plus importants, etc. On signe des contrats qui sont jamais vus, des 40 millions la saison, etc. Sauf que ça n'a choqué personne. Ça a choqué absolument personne. Au contraire, je veux dire, aux États-Unis, la discussion, ça a été quoi? Ça a été de dire, bah oui, c'est normal puisque la NBA s'internationalise de plus en plus, donc il y a de plus en plus de revenus, donc les joueurs étant une part essentielle de ces revenus, il est normal qu'ils en touchent une partie. Et ça peut se comprendre. Hein. Ramener ça au foot. Tu dis effectivement, les droits télé augmentent de plus en plus parce qu'on touche un public de plus en plus large. Sauf que c'est qui les acteurs de tout ça? C'est les joueurs. Donc moi, qu'un joueur gagne plus d'argent qu'il y a 10 ans par saison, ça me choque pas pour ça, parce que son travail contribue à l'expansion de tout un marché, en fait. Du business des maillots, du business des droits télé, ça paye des journalistes, ça paye des gens, des vendeurs de maillots, des machins, des trucs, toute la chaîne qu'il y a derrière, ça paye tous ces gens-là. Et c'est le travail de ces mecs-là sur le terrain. Donc, pour moi, que ce soit valorisé et même que ça augmente, ça ne me choque absolument pas. Bon, eh ben ça aurait été un point de vue inhabituel, en tout cas qu'on n'entend pas souvent, mais qui est intéressant. On va passer donc à ce que Tom nous a proposé, à savoir nous donner les 3 recrues les plus intéressantes dans un premier temps du mercato, bien évidemment, puis nous passerons à celles qui, d'après nous, ne servent pas à grand chose. Et c'est Nico qui s'y colle, donc top 3 du mercato. Nico, c'est à toi. Top 3, bah moi ça va être la surprise déjà et le choix de la part des dirigeants qui pour l'instant et surtout de Montella, c'est de garder Cutrone qui à la base devait partir. Salaud, tu me l'as volé. Il me l'a volé. On était obligés. J'étais obligé, désolé MJ, mais moi c'est vraiment une découverte. Je savais qu'il marquait beaucoup avec la Primavera ces dernières années, mais après le voir à ce niveau-là, il a 19 ans si je dis pas de bêtises. Ouais. Il arrive pour l'instant à mettre Adrien Silva sur le banc quand même. Adrien, qui a coûté 40. Nico, tout va bien André Silva. Excusez-moi. André Silva qui a quand même coûté 40 ou 45 millions, qui est quand même avec Bonucci la recrue star de cet été au Milan AC. Donc, et Montella pour l'instant le met titulaire, surtout les 2 matchs en championnat. Donc on peut dire encore ouais, mais il l'a mis titulaire au début lors des déplacements dans les pays pour l'Europa League, les traquenards de l'Europe de l'Est. Mais non, même en championnat, c'est quand même lui qui est titulaire. Kalinic, la dernière fois, était là, il est rentré à la place du Portugais pour remplacer Cutrone. Le Portugais a passé le match sur le banc. Donc, à voir sur la suite. C'est Montella qui a demandé à ce qu'on garde le jeune. Certains disent qu'il ressemble à Belotti. J'en ai pas spécialement l'impression. Il a ses qualités qui sont différentes. Et je pense que ça peut être vraiment la très grosse surprise de cette saison pour le Milan. Filippo Inzaghi a dit que c'était peut-être la meilleure recrue du Milan AC cette année. Ensuite, en 2, Bonucci, parce que on a pris je vais pas dire le meilleur parce que je vais mettre quand même Ramos tête devant, mais l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. On le prend à la Juve, un rival, on les défausse d'un sacré défenseur, il va être difficile à remplacer pour eux, même s'ils ont pris Owedes. Mais on leur enlève un leader, on prend un leader parce que cette équipe manquait de leader. Maintenant, en espérant il a un début de saison assez compliqué quand même, je trouve. Il a peut-être besoin aussi de trouver ses marques, en espérant qu'on retrouve le Bonucci de la Juve. Il peut faire que du bien à ce Milan AC, et à 40 millions, je trouve que c'est une véritable affaire. Et pour finir, c'est le duo Fasson-Mirabelli. On les avait beaucoup critiqués avant même qu'ils aient commencé, parce que ils avaient un peu l'étiquette interiste sur le front quand même. Et au final, c'est comme a dit Tom tout à l'heure, ils ont été au top, que ce soit ils pourraient en faire des tonnes, et même pas, ils restent en retrait. Quand James Pallotta a critiqué le Milan AC en demandant d'où est-ce qu'il sortait cet argent et attention à les menaces qui pouvaient arriver derrière, Fassonné a remis Pallotta à sa place. Pour l'instant, les recrues, comme l'a dit aussi pareil Tom, sont à un prix plus que correct quand on voit le marché actuel. Ouais, André Silva c'est cher, 38 millions, je trouve ça cher.
Quand on voit le marché actuel. Ah bah oui, après ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment. C'est plus que correct. Au final, tu te dis, c'est le prix, quoi, en fait. Maintenant, on va voir, mais je veux dire, on a quand même misé sur des jeunes joueurs aussi, donc avec une possibilité de revente derrière. Donc c'est très intéressant. Et là, par exemple, comme l'a dit Tom aussi, en termes de départ, des Chilio et Niang à ce tarif-là, c'est plus que bon. Et c'est pas encore terminé parce que mine de rien, il reste encore une petite semaine pour le marché turc. Donc pour Sosa et Gomez qui ont quand même des touches à l'extérieur dans ce pays-là surtout, il y a peut-être encore une possibilité de pouvoir les liquider. Voilà. Emilia. Alors, donc pour moi, mon top 3, il va être très rapide. Niang, Deschiglio, Galliani. Ah non, merde, c'est le top des départs, ça. Non, je vais me la faire à l'inverse, par contre. Donc pour moi, numéro 3, j'ai mis Conti. Ouais. J'adore ce joueur. Vraiment, ce qu'il apporte, je trouve qu'il a une énergie sur son côté, il est bon des deux côtés du terrain. Moi, j'aime beaucoup ce recrutement. En plus, c'est pas très cher. Non, pour moi, c'est une vraie bonne pioche. J'aime beaucoup ce joueur. Numéro 2, Musakio. Il nous fallait du renfort en défense. Ça, c'était évident. Il fallait tourner la page des Zapata, Mexes, Rami, etc. On va pas tous les énumérer, Oniwu et tout ça, tous les MVP qu'on a eu là. Zapata, c'est pas encore tourné, hein. Ouais, enfin, c'est pas encore tourné. Ça n'est qu'une question d'heure peut-être. Ah, mais ça peut durer longtemps. Oui, on verra. De toute façon, à mon avis, même s'il reste, il va couper un nombre d'oranges qui va être absolument hallucinant. Donc, Musakio, moi j'adore parce que c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs, si tu veux, je les voyais évoluer de l'étranger, je les voyais un petit peu de loin, je dis, ce joueur il ferait du bien au Milan quand même. Vraiment, il ferait du bien au Milan. Et je me rappelle m'être dit ça pour beaucoup de joueurs, et le dernier défenseur pour qui je m'étais dit ça, c'était Nesta. J'allais dire, j'aimerais bien l'avoir au Milan celui-là. Oui, voilà. Et le voilà arrivé et non, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte vraiment de voir les matchs et voir les automatismes avec mon numéro 1, transition, attention, Bonucci, parce que piquer Bonucci à la Juve c'est déjà un exploit en soi, mais le piquer à 40 millions, là c'est le Père Noël en avance. Là c'est la bonne pioche, comme l'a dit Nico, c'est top 3 mais des meilleurs défenseurs du monde. C'est un leader, d'ailleurs il a été nommé capitaine tout de suite, il y a eu des débats autour de ça, pour moi il n'y a absolument pas débat, il est capitaine, c'est évident, la vraie bonne pioche, c'est-à-dire que non seulement on fait un recrutement où on va choper des titulaires, il y a des gens qui renforcent leur effectif en prenant des remplaçants, etc. Nous on achète des titulaires en puissance et des titulaires de très haut niveau, et nous on va carrément acheter notre capitaine directement dans l'été, et quel capitaine. Moi je suis aux anges d'avoir ce joueur-là. Après effectivement le début de saison était un petit peu compliqué, mais bon, une défense centrale, on sait tous qu'un équilibre en défense centrale ça se trouve pas comme ça. Ça mettra du temps, il faut être un petit peu patient, mais on a vu des choses déjà très intéressantes avec Bonucci, avec Musakio et également avec Conti. Pour moi c'est les 3 bonnes pioches. Tom. Alors, en top 3, j'ai pas réussi à me décider, donc je vais parler des 2 latéraux, c'est Conti et Rodriguez, parce que les précédentes années, donc Abate, Deschilio, Antonelli, ou dernièrement, parce qu'à gauche, on a eu quand même, parce qu'on parle des défenseurs centraux, mais alors à gauche, on a quand même eu Emmanuelson, Constant, Taillot, Mesba, Armero. Voilà. Et Didac Villa. Ah oui, c'est vrai, aussi. Et Vangioni. Oui, Vangioni, voilà. En gros, on a eu... Et Grims, l'Uruguayen, là, qui n'a pas joué un match. Grims, je l'avais oublié. On avait eu Montelongo aussi, mais c'était de l'autre côté. C'est magnifique. Voilà. Donc sur les côtés, on a quand même eu... Alors, dans l'axe, on a eu un peu de la choucroute, mais alors sur les côtés, c'était pas mieux. Et puis les prix Nobel, en plus. Ah oui, magnifique. Et Conti, Rodriguez, je trouve que en plus de leur niveau, leur profil correspond très bien. Rodriguez, c'est quelqu'un qui est un excellent centreur, un excellent tireur de coups francs. Donc ça va nous manquer avec le Turc dont je vais parler peut-être dans l'équipe type. Et Conti, c'est peut-être pour moi l'une des révélations de la saison dernière, voire peut-être la révélation de la saison dernière avec l'Atalanta. C'était 2 joueurs qui nous manquaient énormément à l'équipe, qui vont correspondre vraiment idéalement à l'idée de jeu, à la philosophie de jeu de Montella. Donc j'ai pas réussi à les différencier parce que vraiment ces 2 joueurs-là, je les voulais. Je pense qu'on pouvait difficilement avoir mieux qu'eux et
et encore moins vu les prix, parce que je crois que pour les deux, on dépense même pas 40 millions. Donc un petit coucou à Manchester City qui a quand même déboursé, eux, 110 millions pour 3 joueurs, alors que nous, avec 2 joueurs qui ne sont pas forcément moins bons, on en a pour moins de 40. Comme quoi, on peut aussi faire des bonnes affaires. Et on a gagné autant de Ligue des Champions sur les 10 dernières années que Manchester City. Évidemment. Voilà. En numéro 2, ça va être, je vais rejoindre un peu Nico, ça va être Façonné Mirabelli. Et ça pour 2 raisons. Ça va être, je vais rejoindre un peu ce que j'ai dit, ce que je viens de dire. Parce qu'ils ont pris des joueurs qui correspondaient vraiment au profil que demandait Montella. Il y a eu le cas Bonucci, donc je vais revenir tout à l'heure, mais des relances. Il aime bien partir du début terrain, donc avec des relances qui sont faites soit par le gardien, soit par un défenseur. Et là, on a quand même pris Bonucci, qui est un des meilleurs défenseurs relanceurs au monde. On a pris des latéraux qui savent attaquer, ce qui nous manque cruellement. Donc on a pris des joueurs qui correspondent vraiment à ce que voulait Montella. On a pris Kalinic qui était un souhait de Montella. Alors Attero a raison, peut-être que des fois Montella s'est planté, mais en tout cas on l'a écouté, je trouve ça comme intéressant. Et deuxième point, et peut-être le point le plus important, c'est la rapidité des achats. Parce que j'ai fait donc la liste des principales recrues. Donc on a acheté Musacchio le 30 mai, Kessié le 2 juin, Rodriguez le 8 juin, Silva le 12 juin, Borini, bon, quoi qu'on en pense, le 30 juin, le Çalhanoğlu le 3 juillet, Anconti le 7 juillet et Bonucci le 14 juillet et j'en ai oublié un, et Bilia le 16 juillet. Donc ça veut dire qu'avant août, on avait déjà quasiment toutes nos recrues estivales et je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul club en Europe qui puisse dire ça. Et quand on sait à quel point on a changé radicalement l'équipe, le temps d'adaptation, il va être long et il était pertinent justement de recruter très rapidement. Et là, je trouve que sur ce point-là, ils ont fait un travail phénoménal et on le souligne pas assez. Et en numéro 1, comme tout le monde l'a cité, je vais citer aussi, puis là c'est logique, c'est Bonucci. C'était un événement paranormal, un alignement des planètes, ce que vous voulez. Je pense, jamais dans nos rêves les plus fous, on aurait dit en fin d'année dernière, ouais, allez, comme recrue, on va aller prendre Bonucci. Ça me paraissait impensable. Alors effectivement, il y a des événements qui font que ça a rendu l'impossible possible, avec notamment des querelles entre lui et Allegri. D'ailleurs, merci Allegri, c'est gentil. Grâce à Allegri, quoi. Et en plus de ça, le prix, donc 40 millions, payable en 3 ans, et le salaire, il n'augmente même pas son salaire par rapport à la Juve. Il n'y a même pas un point négatif. Et on enlève quand même un gros joueur au rival qui a quand même toutes les peines du monde pour avoir vu leurs 2 premiers matchs, même s'ils ont gagné, à relancer le jeu proprement, parce que c'était quand même leur pale de lancement, leur rampe de lancement, Bonucci. Donc vraiment, c'est la recrue parfaite. Même s'il a un temps d'adaptation un peu compliqué, comme l'a dit Emilia, ça va prendre du temps. Cet achat, pour moi, c'est l'achat de la saison. Bien, alors je vais aller vite pour ma part. Alors, comme Nico, Cutrone, hein, c'est ma surprise, mais c'est pas vraiment une recrue, c'est pour ça. Mais si vous voulez, Pippo Inzaghi nous dit que c'en est une, donc je valide, hein, forcément. Et puis, depuis le début de saison, pour moi, c'est celui qui apporte le plus sur le terrain, donc 10 sur 10. Surtout j'espère que le recrutement de Kalinic, eh bien, ne le rayera pas de la carte. Hein. Montella a l'air de lui faire confiance, mais j'espère qu'il lui faisait pas confiance par intérim. Et j'espère aussi, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, que l'aspect économique ne primera pas sur l'aspect sportif. Il est en place, il marque, donc il doit jouer et rester titulaire. Donc je surveillerai ça de près dans les jours qui viennent. Enfin, dans les jours qui viennent. Le prochain match, c'est pas tout de suite, mais enfin dans les semaines qui viennent, on va dire ça comme ça. Numéro 2, Conti, parce qu'il est l'avenir de la Nazionale et que j'encourage depuis des lustres. Le recrutement de jeunes talents italiens, en plus bien sûr de la promotion de nos propres jeunes. Conti, c'est tout ce que je souhaite. C'est un latéral de talent qui a tout pour réussir, peut-être même être titulaire. D'ailleurs, on sait-on jamais à la Coupe du Monde, hein, on verra bien ça. Et qui est une tête bien faite, on va dire ça comme ça pour citer Montaigne. Et je pense qu'il va nous apporter énormément. Et enfin, Bonucci, c'est difficile d'être très original là-dessus parce que son talent et son expérience sont ce qui manquait à l'équipe depuis les retraites de nos vieilles gloires, et surtout parce qu'il devrait permettre à Romagnoli de franchir un nouveau palier, car moi j'espère que si 4-4-2 il y a, c'est Romagnoli qui sera titulaire aux côtés de Bonucci. On verra si c'est peut-être plutôt 3-5-2, on verra ce qui se dessine dans les semaines qui viennent, mais je souhaite vraiment que Romagnoli soit titulaire dans cette équipe, coaché par son capitaine, et que ce soit la paire titulaire, peut-être même à la Coupe du Monde. Ce sera dur, mais enfin après la Coupe du Monde il y a de fortes chances. Voilà, on passe au flop 3, alors c'est là qu'on rigole. Nico. Alors ça a été difficile d'en trouver, j'ai tiré un peu, j'ai gratté les fonds de tiroir quand même pour trouver quelque chose. Déjà en flop 3, ça va être sur la Primavera. J'ai peur que, mine de rien, c'est peut-être le seul truc qui a été bien fait ces dernières années de la part de Galliani, c'est qu'ils ont tout misé vu qu'on n'avait plus une thune et que ça coûte moins cher de prendre des jeunes à l'âge de 16 ans ou d'essayer de dénicher les meilleurs talents en Italie.
Et apparemment, les résultats étaient vraiment super chez les jeunes, pas forcément dans la Primavera, mais les étages en dessous. Et apparemment, on aurait déjà perdu un très très bon milieu de terrain, ne demandez plus le nom, mais qui a préféré aller à, voilà, au moment où il fallait signer un contrat professionnel, a préféré aller à Monaco. Et apparemment, il était très 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 bon, celui-là. Et il a préféré partir car il n'a pas senti de l'importance apparemment de la part de la dirigeance. On est en train de prendre plein de joueurs, et ça va pas te plaire MJ, mais j'ai vu que les 3-4 joueurs que Milan a signés, ce sont des étrangers. Oui, je vais en parler. Donc c'est pour ça, et je pense quand même que mine de rien, j'ai peur quand même que, vu que maintenant le Milan a de l'argent, la place soit quand même mise, qu'on oublie le secteur jeune, après ça on verra, mais moi c'est l'impression que ça me donne, voilà, pour le moment. Bah, c'est bien. Après, Tom voudrait réagir avant que tu fasses ton flop Oui, il 2, faut réagir donc je tout vais de lui donner suite. la parole parce Bien que sûr. c'est quand même sa spécialité, hein, c'est le spécialiste des jeunes dans Casa Milan. Donc Tom, ton avis sur cette question? Je suis pas forcément d'accord. Alors, il y a ou pour deux, trois joueurs, effectivement, il peut y avoir débat. Donc, parmi toutes les recrues, donc, alors, je n'ai plus exactement les noms en tête. Je vais rejoindre Nico pour deux d'entre elles. Je crois que c'est Thiago Dias ou un nom comme ça, un Portugais C'est ça. de 19 ans. De Où là, Benfica, effectivement, je comprends pas parce que pour être à peu près clair, c'est là à l'heure actuelle la Primavera, c'est la génération 2000 et 99. Lui, c'est une génération 98 qu'on va mettre là-dedans. Donc là, effectivement, je comprends pas. Et il y a un autre joueur qui sort du Real Madrid Larsen qui est pareil. aussi, Ouais, mais Danemark. Larsen, c'est là que je vais y venir. C'est plus le joueur du Real qui effectivement qui est après dans la même tranche d'âge où là je comprends pas. Par contre, prendre un ou deux joueurs étrangers en sachant quand même qu'on a quand même un vivier très 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 italien. Donc là on peut difficilement reprocher au Milan de ne pas recruter italien. Ça ne me dérange pas, surtout s'ils ont la tranche d'âge adéquate. Donc Larsen, c'est un 2000 ou un 2001. Et ils ont pris le Polonais Bargiel, je crois, qui lui aussi est un 2000 ou un 2001. En sachant qu'on a quand même pris plusieurs joueurs de 2002, 2003 et 2004, on a continué quand même à recruter chez les jeunes. Ce qu'on faisait déjà les autres années, donc il y a eu quand même le même investissement. On a quand même recruté des joueurs que beaucoup de joueurs voulaient. Je crois que là, on a finalisé, je sais plus si ça a été officiel ou pas, un défenseur central j'ai oublié le club, un club de série B qui a même fait quelques piges sur le banc d'un club de série B. Donc 2001, c'est quand même quelqu'un de très jeune. On s'active. Pour le coup, je suis pas d'accord parce qu'on s'active quand même beaucoup. Et concernant le cas Ilio, alors c'est une perte. C'est une perte sportivement, ça y a pas de souci là-dessus. Par contre, la mentalité du joueur était quand même assez mauvaise. C'est quelqu'un qui a boudé parce qu'il voulait de suite passer professionnel, qui du coup s'est mis en marge un peu de l'équipe des 2001, qui d'ailleurs n'a pas participé au titre de la génération 2001. Donc c'est une perte sportive, mais on a réussi à se passer de lui, la mentalité n'est pas forcément bonne, et si c'est pour avoir un Gigio Donnarumma en pire, tellement On n'en avait pas encore parlé. Voilà, donc ça ne me dérange pas tant que ça. Donc, voilà, La transition est faite. Voilà. Bon bah justement Nico, c'est ton flop 2, vas-y. Mon flop 2, non, c'est pas Donnarumma, je l'ai laissé numéro 1 comme Donnarumma. Ah oula, tu brises le suspense, mais bon vas-y, flop 2. Numéro 2, mine de rien, alors même si la dirigeance a été très bonne sur les arrivées quand même dans tous les transferts, je mets un petit bémol, parce que comme je dis, j'ai vraiment gratté les fonds de tiroir. Hein. Je trouve ça quand même dommage qu'il reste encore José Mauri. Bon, le mercato n'est pas encore fini, mais ça risque d'être compliqué de s'en débarrasser. Qu'on n'ait pas lourdé Paletta, on n'a pas réussi à s'en séparer. J'ai même pas compris pourquoi il a refusé de partir à la Lazio. C'est un peu... Milan aurait pu prendre 2,5 millions en plus sur Mais ce après transfert. Nico, Tout ça. si on jouait à 3 derrière, on sait pas, pour l'instant on joue à 2. Dans ce cas-là, on garde Gomez. Moi, ça me Oui, dérange pas, mais il d'accord. fallait en virer un des deux. Ok. J'aurais préféré virer Paletta et garder Gomez. Mine de rien, Gomez, Paletta partira dans ces cas-là certainement gratuitement l'année prochaine, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Gomez, bon, coûte un peu d'argent, il peut rendre. Je préfère Gomez à Paletta. Voilà, c'est pas non plus d'une courte tête, mais voilà, je préfère quand même Gomez à Paletta. Il y a, comment il s'appelle aussi, qui reste. Donc, j'aurais voulu virer un des deux, José Mauri, et j'en oublie un quatrième. Sosa, voilà, qui apparemment. Sosa est encore là, oh je l'avais oublié. C'est très compliqué, ils essayent de s'en débarrasser, mais le problème c'est qu'il a des touches que en Turquie. Les Turcs, quand même, on arrive sur la fin de mercato, ils ont dépensé une grosse partie de leur somme d'argent, donc ils ont plus autant d'argent pour les transferts. Donc Milan réclame quand même 5,5 millions pour le laisser partir. Et en plus, il a un gros contrat, il a encore une belle année de contrat, donc c'est compliqué pour les Turcs. Peut-être fera-t-il un effort, le marché turc ferme dans une semaine. Et ensuite aussi, je regrette qu'il nous manque un deuxième gardien potable. Parce que là, on a ramené donc Gabriel, on a Donnarumma, Gabriel n'est pas encore parti aussi. On a Donnarumma, le frère donc de Didio, qui franchement, il est venu comme à l'époque le frère de Kaka et le neveu de Sidorf. Hein, Paul fictif. Voilà.
emploi familial même, on va dire. Et on a Storari en deuxième gardien. Storari me fait, le peu que je l'ai vu, une frayeur. Faut rien qu'il arrive à Donnarumma, enfin à Gigio. Parce que Storari, on est bien d'accord qu'à 40 ans, il a plus envie de se coucher si le ballon il est un peu sur le côté. Il faut que ça revienne dans les mains. Il y a quelques temps en arrière, c'était une super doublure. Storari, on l'avait eu quand on a été champion d'Italie. La dernière fois qu'on a été champion, même après il était parti à la Juve, on avait renforcé la Juve, il avait fait encore pareil, il avait été un super deuxième gardien. Mais là, Storari, c'est terminé. Donc j'espère quand même qu'au prochain mercato, peut-être on pensera à remplacer Storari et que même à la fin de la saison, Storari, on le dira au revoir une bonne fois pour toutes. Et le numéro 1, c'est Gigio. Car son caprice d'enfant de 14 ans, et encore je suis gentil de dire 14 ans, avec je prolonge pas, tout ce qui s'est passé avec Mino Raiola, je pense que tous les gens qui suivent le Milan sont au courant, on va pas en dire plus sur ça, refaire l'histoire, mais ça a été lamentable, il a voulu être une bandiera soi-disant du Milan, on a parlé d'avoir le brassard de Capitana, la preuve Raiola est encore revenu refoutre la merde un peu au Milan récemment en disant que soi-disant on avait promis le brassard à Gigio et c'est Bonucci qui l'a, et Bonucci a très bien répondu en disant que vu qu'il a signé je crois pour 4 ans ou 5 ans au Milan, il a dit que dans 5 ans il l'aurait, donc en gros dès qu'il partira, dès qu'il aura fini son contrat, mais il a cassé quelque chose avec même si pour avoir été 2 fois au stade depuis, les gens sont quand même passés quand même très vite à autre chose. Pour moi, il a cassé quelque chose envers moi déjà. Je le vois plus pareil. Par exemple, pour la faute qu'il y a eu, enfin le but qu'on a pris contre Cagliari, il est responsable et je trouve ça dommage que pas grand monde lui soit tombé dessus parce que la passe pour Kessie n'était pas super. Parce que quand on demande un salaire à 6 millions d'euros net par an, ben faut être au niveau de 6 millions d'euros net par an. Et il nous a préparé déjà dans le futur à un possible départ. Voilà, maintenant on est préparé. Je le remercie pour ça, de nous avoir un peu préparé pour ça. Ça me fera moins mal au cœur le jour où il partira. Et Plizzari appartient toujours au Milan, hein, donc il y aura une oui, il a été prêté en Série B à la Ternana. Et il joue. Voilà. Oui, titulaire d'ailleurs en Série B, il a fait les 2 premiers matchs, il a été bon. Bon, donc c'est encourageant pour la suite. Emilia. Alors, ouais, flop 3. Donc, moi, j'ai pas trop élargi aux prolongations, etc. Il y a ceux qui restaient parce que effectivement, on a un loft maintenant. Vraiment, vraiment sympa avec plein de monde. Mais non, moi je me suis concentré sur les arrivées. Donc moi mon numéro 3, je vais être un peu sévère je pense, mais je mets Silva. Ouais. Pourquoi? Pas parce que j'estime qu'il est pas bon, pas parce que ce que j'ai vu de lui me déplaît, rien de tout ça. La seule chose, c'est je doute sincèrement que ce joueur soit capable de nous faire une saison qui justifie le prix qu'on a dépensé pour lui. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que on a quand même balancé 38 millions sur un joueur qui au total en professionnel a mis quelque chose comme 22-23 buts. Au total. Dans toute sa carrière professionnelle. Ouais. Non. Si. Il y a beaucoup de matchs de réserve. Au total, j'ai les stats sous les yeux. Avec le Portugal, il plante en plus avec le Portugal. Ah, là, je parle uniquement en club. Ah, d'accord, ok. Uniquement en club. Sur 142 matchs, c'est 48 buts, dont 10 pénaltys. Sauf que plus de la moitié de ces buts sont marqués avec l'équipe réserve de Porto, c'est-à-dire en catégorie de jeunes, quoi. Il y a seulement 22 buts marqués en professionnel. Donc, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Si ça se trouve, ce sera un joueur monstrueux qui va enfiler les buts comme des perles. Souzo, et finalement. Voilà, exactement. Et on y reviendra à Souzo. Mais c'est vrai que voilà, j'ai juste cette petite réserve, plus que vraiment dire c'est un flop, c'est une réserve que j'émettrais. Ensuite, en numéro 2, là par contre, c'est évident, Borini. Pour moi, Borini, j'ai du mal à imaginer. Enfin, pour moi, c'est pas un joueur de foot en fait. C'est un mec qui est. Enfin, si c'est un joueur de foot, c'est pas un attaquant. Parce qu'un attaquant, ça marque des buts. Et l'an dernier, et ça fait même pas mal de saisons que Borini il plante pas quoi. Je sais pas pourquoi on l'a pris. Alors c'est un prêt, je crois. Hein. C'est pas un transfert définitif, mais. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire, je crois, Borini. Hein. Ouais, bon. Ouais. Je sais pas. Alors, ouais, ce sera de la doublure de fond de championnat quand il y aura un match de compétition européenne dans la semaine, quoi. Il jouera le 6e match à Rijeka quand on aura bouclé les poules. Pour l'instant, il est titulaire. Hein. Où il jouera. Il manque Bonaventura et la petite surprise de fin de journée. Mais c'est vrai que. Voilà, c'est le genre de mec qui va jouer.
qui va jouer à Cagliari ou à Crotone quand tu as un match de Ligue Europa dans la semaine, quoi. Voilà, c'est ce mec-là. Mais bon, il en faut, hein, ok, il en faut. Mais est-ce qu'il sera même utile dans ce rôle-là? Je suis pas sûr. Est-ce que ça aurait pas été l'occasion de faire monter un jeune? Je sais pas où en sont nos équipes de jeunes sur ces postes-là, mais voilà, je suis pas très enthousiaste à son arrivée. Et en numéro 1, c'est pour les mêmes raisons. Enfin, pour les mêmes raisons. J'ai mis 2 joueurs pour les mêmes raisons. J'ai mis Biglia et Kalinic. Alors Biglia, c'est évidence pour les blessures, parce que ce mec, il est en cristal. Donc ok, c'est un bon joueur, hein. Il est technique et tout, j'aime beaucoup son profil. Mais il y a ce côté fragilité qui m'inquiète. Et il y a la même chose avec Kalinic. Alors moins, mais Kalinic, il a fait des saisons blanches déjà. Et ok, il a planté avec la Fiorentina, ok, il fait des saisons avec Dnipropetrovsk qui sont correctes, mais juste correctes justement. Et surtout, ouais, il y a des saisons blanches. Donc est-ce que c'est pas le genre de mec que tu payes cher et qui au final ne joue que très peu parce que il s'est pété au début en arrivant et que tu n'en tireras rien. Et en plus, c'est le genre de joueur sur lequel tu peux pas faire de plus-value quand tu le revends parce que s'il s'est blessé, forcément personne veut le prendre cher. Je suis un petit peu plus inquiet. Alors c'est très sévère avec Kalinic, je trouve, plus qu'avec Biglia, mais pour moi, pour ces raisons-là, je les mets en numéro 1 parce que j'ai des inquiétudes et c'est des joueurs qu'on paye cher malgré tout. Tom. Alors, en flop 3, ça va être l'héritage de Galliani et Berlusconi, donc par ricochet. Alors effectivement, comme on l'a dit précédemment, on a réussi à vendre, mais on a quand même encore un bon paquet de boulets. On avait oublié, mais donc on a effectivement Gabriel, on a Vergara, j'avais oublié qu'il existait. Oui, il devrait partir à Bari. Oui, j'ai lu ça. On a encore Hakim Mastour, qui est encore là. On a Maori, on a les 2 Maori d'ailleurs, je sais pas ce que fait son frère, mais je crois qu'au dernier nouvelle il est encore là. Ah oui, on a donc Sosa, on avait Nyang, bon ça heureusement ça s'est fait, mais on a encore quelques boulets, on a quand même 6 défenseurs centraux. Donc non 7, il y a Simic, même si Simic je crois avoir lu qu'il partait en prêt, donc oui. On va en avoir que entre guillemets 6. Donc on a je crois un effectif de 31 ou 30 joueurs. Sans compter tous les jeunes, je crois que ça fait quand même un peu beaucoup. Donc c'est compliqué. On savait que l'héritage de Galliani, que ça va être compliqué, que les joueurs ne veulent pas partir parce qu'ils ont un bon salaire, parce qu'ils ne peuvent pas viser plus haut que le Milan. Faut être honnête. Et même si ça m'a surpris, par exemple pour Paletta, qu'il puisse refuser la Lazio, même si je crois qu'il y a des divergences au niveau de la durée du contrat. Il voulait un an de voilà. plus. Donc il y a des difficultés par rapport à ça et on pâtit en tout cas. Des périodes de mercato précédentes où on a fait tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi, donc voilà, il faut quand même le souligner même si ce n'est pas vraiment la faute de la direction. En numéro 2, ça va être avoir raté Marco Benassi, parce qu'autant Bernardeschi, je pense qu'avec la Juve qui était vraiment dessus, je pense pas qu'on l'aurait eu, autant Bellotti on a essayé, autant il y a eu des Italiens qu'on a essayé, d'ailleurs des Italiens qu'on a eu, mais il y en a qu'on n'a pas essayé aussi, hein. Ouais, mais par exemple, tu vois, je sais que tu penses par exemple à Chiesa. Je pense que la Fiorentina c'est déjà assez dépeuplé et ils n'auraient pas voulu enlever et Bernardeschi et Chiesa. Il y aurait une. Il fallait leur filer Nyang. Ouais. le voleur quoi. Voilà. Je pense qu'il y a que. Mais tu parlais de tous ces joueurs qu'on avait en stock là. Tu dis qu'ils sont dépeuplés, mais on peut leur enfiler de la quantité. Bon, la qualité c'est autre chose, c'est vrai. Mais on peut leur filer de la quantité. Je pense que. À part Mihajlovic, je pense que tout le monde sait que Nyang est une puce, donc le problème c'est ça. Donc, dans un monde où les joueurs se vendent au kilo, ok. Ouais, voilà. À part moi, Benassi, en tout cas, ça m'a. Et Barella, on a joué contre lui il y a peu de temps là. Oui, voilà, oui, par exemple, mais Benassi parce que voilà, il est parti. En tout cas, Bareka aussi, tiens. Ça se prononce presque pareil. Après Rodriguez, voilà, mais Benassi, pour moi, voilà, donc c'est un joueur quand même qui a été bazardé du Torino. Je n'ai pas compris pourquoi. Il est parti, je crois, pour 10 millions. C'est justement vu les prix du marché actuel, c'est donné. Et pour le coup, on cherche une doublure, en tout cas un concurrent à Kessie, à Biglia. Et c'est un joueur qui pouvait jouer à plusieurs postes. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Moi, je trouvais en tout cas qu'il avait du talent, qu'il avait de l'expérience. C'était un bon joueur. Et effectivement, je trouve ça assez regrettable qu'on n'ait pas vraiment essayé de se pencher sur lui. D'autant qu'hormis le cas Bellotti, on voit quand même qu'on arrive à négocier avec le président du Torino, parce qu'on a réussi à lui refourguer et Nyang. Et là, il souhaite, je crois, avoir Calabria en prêt avec le départ de Zappacosta à Chelsea. Donc bon, moi je pense que Benassi, on aurait quand même pu essayer. Et en flop 1,
Alors c'est un flop entre parenthèses parce que je suis plus sceptique que Nico sur la recrue qui va peut-être arriver d'ici. Alors il est 18h45, donc d'ici un peu plus de 4 heures. Moi je suis assez sceptique. Je vois pas de nom possible, je vois pas de rumeurs, je vois pas grand chose. Alors si d'ici là et que les auditeurs écoutent l'émission après 23 heures et que je me trompe, bah, flagellez-moi et je me tromperai. Moi t'as l'habitude, de toute façon ça changera pas. Voilà, évidemment, totalement. Mais moi, je suis assez sceptique et donc dans l'optique où j'aurais raison et qu'il ne se passe rien, je regrette l'absence d'une petite touche finale d'un joueur, notamment sur le poste offensif. Je trouve qu'il nous manque des certitudes devant. Autant Samson derrière, je et- trouve... Mais Ah pourquoi oui, pas, ah là, il oui. y a tellement pas de joueurs, il y a tellement pas de rumeurs que voilà, on sait pas. Ça peut être tout et n'importe quoi, comme ça peut être personne. Et j'attends de voir. Moi, je suis sceptique sur la venue réelle d'un joueur. Et si j'ai raison, c'est ce que je regretterais parce que pour moi, il nous manque quand même un élément. Voilà. Bon alors pour ma part flop 3 Borini parce que pas au niveau tout simplement, hein. Même si j'entends l'argument du travailleur à la Jack Chiellini, mais j'ai toujours du mal avec ce type de joueur à des postes offensifs. Pour moi les travailleurs c'est milieu récupérateur ou éventuellement pardon, arrière latéral, mais certainement pas pour faire la décision, pour faire des passes décisives ou des dribbles. On sait tous que Borini n'est pas capable de faire ça, donc forcément déçu, et il y avait des Italiens bien meilleurs à aller chercher. Numéro 2, Çalhanoğlu, parce que joueur moyen et parce qu'inadapté à la tactique de Montella. Je tire pas de conclusion d'ailleurs des quelques matchs où on l'a vu hein, depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'avant même de voir ces matchs, je me disais que c'était pas extraordinaire comme recrutement, qu'on aurait pu faire bien mieux, et surtout, pourquoi devant Borini, parce que ça peut choquer, pourquoi Çalhanoğlu devant Borini? Tout simplement parce que Borini vient pour jouer remplaçant, alors que Çalhanoğlu vient pour jouer titulaire a priori, voilà, donc c'est gênant pour moi d'avoir un titulaire comme ça, je pense qu'on pouvait avoir beaucoup mieux. Surtout avec l'enveloppe Mercato. Et numéro 1, alors j'aurais pu choisir Antonio Donnarumma parce que je trouve que c'est n'importe quoi, mais je mets les dirigeants pour avoir recruté 3 Italiens seulement contre 7 étrangers en attendant le 8ème. Quand on parle de priorité nationale, on se fait taxer d'extrémisme, alors que la préférence étrangère, elle, est très bien vue, et je ne cesserai de fustiger cette inadéquation entre joueurs et environnement. Et je ne cesserai de rappeler qu'il y a encore une très large majorité d'Italiens en Italie et que si on appliquait à l'ensemble des travailleurs ce qu'on applique au football, il y aurait des révolutions partout dans le monde. Moi je souhaite qu'un jour, et je l'ai déjà dit plein de fois ici, les clubs de foot ressemblent de nouveau à leur ville, à leur région et à leur nation, comme ce fut le cas pendant un siècle, avec des étrangers qui étaient la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau lui-même. Donc ça je ne m'y ferai pas, et j'espère qu'à l'avenir nous penserons à lorgner un petit peu du côté de l'Italie. Nous passons à présent à l'équipe type, car forcément avec toutes ces arrivées les changements sont nombreux, donc allons-y, on fait ça ligne par ligne, hein. Donc chacun donne sa défense, on en débat, et on passera aux lignes suivantes après. Nico, c'est à toi. Donc moi je pars sur un 3-5-2, donc Donnarumma dans les cages, Gigio bien sûr, hein, pas Antonio. Oui, ça on a compris, oui. Une défense à 3, donc Romagnoli, Bonucci, Musacchio, vous les mettez comme vous voulez. Je crois que Romagnoli est gaucher, donc il peut jouer à gauche, Bonucci dans l'axe et Musacchio à droite. Tu penses qu'il y viendra ou c'est ton souhait? C'est mon souhait. Je pense qu'en fait, avec les blessures, parce que ça soit Musacchio, Bonucci, Romagnoli, souvent les défenseurs centraux, quand même, quoi qu'il arrive, de manière générale, sont quand même des joueurs assez fragiles, je trouve. Et c'est des mecs qui ratent au moins 10-12 matchs dans la saison, entre les suspensions et les blessures. Donc, je pense que ça va être compliqué. Il a déjà essayé une fois, il a dit qu'il réessayerait la défense à 3. Mais je pense quand même que de manière générale, on sera en 4-4-2. Après, moi, mon souhait, ce serait de faire jouer les 3 derrière, avec les 2 latéraux, Conti et Rodriguez sur les côtés. Oui, donc 3-5-2 ou 3-4-3 à la Zaccheroni, quoi. Hein. Bon, bah c'est ce que j'ai choisi d'ailleurs, mais d'abord Emilia s'exprime. C'est ta défense, Emilia. Alors, moi, je pars sur un 4-3-3. Donc, Donnarumma dans les cages, je pense que c'est évident. C'est également duquel je parle. Pour ce qui concerne donc la défense, Conti à droite, Bonucci après Musacchio ou Romagnoli, concurrence saine, débrouillez-vous messieurs, et Rodriguez à gauche. Bon, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est au tour de Tom. Moi, ça va être une formule un peu hybride entre un 3-5-2 et un 3-4-3. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, dans les cages, ça sera le protégé de Raiola. Et en défense pas centrale. citer son nom. Ouais, je ne le cite pas. Ça me rappelle Et en Nico avec droite. Antonini il y a quelques Droite, années. Vas-y. Qui Et ça en défense centrale, donc Musacchio, Bonucci, Romagnoli. Donc Musacchio axe droit et Romagnoli axe gauche avec Bonucci entre les deux. Très bien, bah pour ma part c'est donc un 3-4-3 hein, comme je l'ai dit, avec Musacchio, Bonucci et Romagnoli titulaires les 3, parce que j'estime qu'on peut pas en mettre un sur le banc, à moins qu'il y ait un blessé, auquel cas bien évidemment on repasse à 4 derrière. On passe au milieu avec Nico.
Au milieu, je mets Biglia, donc pour être la première passe au milieu du terrain. Montolivo out sur le banc. Oui, ça j'ai compris. Et- Sur le banc même, t'es gentil encore, parce que je te l'aurais... En tribune chez moi. Tu l'aurais mis Bah, portier, Il est en toi. tribune. On a le droit à 12 joueurs sur le banc, donc Ah oui, automatiquement c'est vrai, il peut ça y a être quand changé même. il y a une quelques place. Ouais, années. mais pas en Europe. Oui, bah, on débrouillera. Et ensuite, accompagné, alors soit à la française Kessier, soit comme disent les Italiens Kessi, le Ghanéen qui est impressionnant depuis le début de ce mercato. Ouais, sauf au dernier match. mais Ivoirien. Oui, Ivoirien. sauf au dernier. oui. Montolivo était meilleur que lui Ivoirien, au dernier ouais. match, Nico, non? Tu l'as pas trouvé? C'est terrible ça. Non mais je Vous parle avez de trouvé- Milan-Cagliari uniquement. J'ai eu l'impression... Alors j'étais au stade, Oui, je sais. pour Milan Cagliari. Montolivo a fait une bonne première mi-temps, la deuxième mi-temps avait Kessier n'a pas été très bon, c'est vrai. Ah bah oui, Mais Montolivo sur a l'ensemble fait du match, Montolivo a fait tous les mauvais choix qu'il pouvait faire en en fin de deuxième match, c'est mi-temps. vrai, ouais. Et il y avait des moments où il pouvait, par des passes, il aurait pu peut-être tuer le match réellement. Enfin, peut-être pas tuer le match, mais donner des actions vraiment très dangereuses pour le Milan. Il a très mal géré 2-3 contres où il a annihilé par sa vision de jeu. Et moi, je trouve ça triste quand même que, en termes de vision de jeu, c'est quand même la base. Et tout le monde est unanime à dire que peut-être que si Milan a gagné ce match, c'est avec la rentrée de Biglia. Il va faire un quart d'heure sur Montolivo. Bon. Vas-y Nico, Donc je voilà, regrette de et- t'avoir lancé là-dessus, vas-y. Et donc, question au milieu, donc qui est ivoirien, j'étais persuadé que t'es ghanéen, bon voilà, ivoirien, et qui est impressionnant depuis le début quand même de cette saison. Et je mettrai. À qui je mettrais maintenant? C'est compliqué. Maintenant que Souzo fait un début de saison pareil, je mets quand même je mets Souzo derrière, ouais, en 10. Je mets D'accord. Souzo en 10. Emilia. Voilà. Alors, donc moi je suis sur un milieu à 3, donc je me fais déjà un petit peu moins de nœuds au cerveau. En ce qui concerne Montolivo, pour moi, je le mets à sa vraie place, c'est voiturier. Ensuite, donc j'ai un milieu devant la défense, donc pour moi c'est Biglia, et pour les périodes où il sera blessé, puisqu'il le sera inévitablement, je pense, Locatelli. Ensuite, au-dessus, donc d'un côté Kessier, ou Kessi, comme vous voulez, c'est le même joueur. Et de l'autre côté, je mets, là je fais un peu la même chose qu'en défense, c'est-à-dire Bonaventura ou Çalhanoğlu dans une concurrence saine, que le meilleur prenne la place, tout simplement. Alors, sur les côtés du milieu, ça va être Conti à droite et Rodriguez à gauche. Et au milieu, donc ça va être déjà Biglia ou, effectivement, comme vient de dire Emilia, Locatelli, quand Biglia sera blessé, c'est 10-15 matchs à l'année. Et associé à Kessier. Et c'est là où ça va être un peu particulier, c'est je vais mettre Bonaventura avec ces deux-là, avec une certaine liberté et un rôle un peu plus offensif, ce qui va permettre un peu à la fois d'être dans un milieu à 3, mais également d'avoir plus de liberté, de se porter un peu plus vers l'avant, ce qui va permettre aussi retrouver un peu un certain trio avec Sousso, mais j'y viendrai tout à l'heure dans le duo ou trio d'attaque. Bon alors Voilà. pour ma part, 4 milieux, donc Conti, Rodriguez sur les côtés, pas de discussion. Kessier, Biglia au milieu, pas de discussion non plus, même si évidemment ma préférence va à Locatelli, mais je sais qu'il ne jouera qu'en cas de blessure de Biglia. L'attaque, Nico. Je me rends compte que dans mon attaque, je peux pas mettre Bonaventura. Ah oui, bonne question. Bonne question. Je peux pas le mettre vu que j'ai mis Souzo en 10. Je vais mettre Cutrone actuellement. Après, il faudra voir ce qu'il va donner sur la suite de la saison, mais pour l'instant, Cutrone t'es obligé de le mettre, il marque à chaque match, donc c'est le meilleur buteur de l'équipe et il rate pas une occasion quasiment. Donc Cutrone, et entre le choix entre André Silva et Kalinic, je pense que Cutrone irait mieux avec Kalinic, car Kalinic déjà c'est une tour. Il a un très bon jeu de haut but et il est capable aussi de donner de très très bons ballons parce que techniquement c'est quand même un très bon joueur Kalinic. Ça c'est la patte des joueurs de l'Europe de l'Est. Emilia. Alors, donc moi je suis sur une attaque à 3, donc déjà sur mon côté droit, Souzo, point. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Souzo, je vais revenir un petit peu dessus parce que les dernières fois où j'étais intervenu pour les matchs du Milan, je l'avais particulièrement massacré, ce joueur. Et effectivement, je ne peux que reconnaître la métamorphose de ce joueur. J'adore tout ce qu'il fait. Quasiment tous les buts, il est impliqué, soit au départ de l'action, soit dans le courant de l'action, soit carrément à la finition. Il est capable de marquer dans le jeu, il est capable de marquer sur coup de pied arrêté. C'est un joueur pour moi aujourd'hui essentiel de quelque dispositif que ce soit pour le Milan. Pour moi, il est la clé de l'animation de l'attaque, ou en tout cas une des clés principales de l'animation de l'attaque. Il est indiscutable dans mon système côté droit. Pour le reste, c'est très compliqué. Parce que Cutrone, Kalinic, Silva, qu'est-ce qu'on fait de ces trois mecs-là ? Il en faut un côté gauche.
est-ce qu'on fait remonter Çalhanoğlu? Ok, pourquoi pas, mais du coup, on se retrouve avec 3 joueurs pour un seul poste, c'est compliqué. Donc, je serais tenté de mettre Silva à gauche, même si c'est pas son véritable poste. Je pense qu'il peut beaucoup décrocher, laisser de la place à celui qui est sur le milieu gauche, c'est-à-dire soit Bonaventura, soit Çalhanoğlu. Et dans l'axe, j'ai presque envie de refaire le coup de la concurrence saine, parce que Cutrone, c'est difficile de le mettre sur le banc en ce moment. Kalinic, pourquoi pas, ça peut, voilà, je connais très mal ce joueur, donc moi j'attends de voir. Et Silva, bah ouais, je le mets d'abord a priori côté gauche, mais on l'a vu rentrer un petit peu, faire des bouts de match sur le côté droit, on l'a vu jouer dans l'axe. Pour moi, c'est un peu le genre de joueur que tu mets un petit peu où tu veux pour compléter ton attaque, capable de jouer un peu partout. Et Borini, il va aider Montolivo à garer les voitures, ce sera très bien. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus bordélique mon attaque, mais ce qui est sûr, c'est voilà, Souzo à droite, dans l'axe, priori Cutrone, mais je pense qu'à la longue ce sera Kalinic, et côté gauche plutôt Silva, je pense, même si c'est pas son vrai poste. Tom. Alors, dans mon duo ou trio, si on compte Bonaventura, alors il y a déjà Suso qui est indiscutable aujourd'hui, bien qu'il n'ait pas réussi une saison pleine l'an dernier en étant un peu en difficulté, reste un élément indiscutable vu l'effectif actuel et qui démarre en tout cas la saison sur les chapeaux de roue. Et je vais l'associer en l'état actuel des choses à Cutrone parce que en plus d'avoir un buteur de 19 ans qui met but sur but, l'association Suso-Cutrone a quand même fait des ravages, même si ce n'était que Crotone et Cagliari. Je ne sais plus à combien de buts ils sont à eux deux, mais je trouve cette association vraiment pertinente et qu'elle continue en tout cas le plus longtemps possible. Après, un peu comme Emiya, si Cutrone, ce qui serait logique, a un petit coup de moins bien et tout, Kalinic, voire Silva pourront le remplacer. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, un 31 août à 18h59, moi je mets Cutrone devant avec Suso un peu derrière lui en électron libre. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas l'épée de Damoclès sur la tête de Cutrone. S'il marquait pas un match, il saute le truc d'après et ensuite on le revoit pas avant 6 mois, quoi. Tu vois, parce que c'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression que lui, pour être titulaire, il va falloir qu'il montre beaucoup plus que les deux autres. Et ça me gênerait un petit peu. Voilà. Donc j'espère que Montella saura faire la part des choses. Donc pour ma part, attaque à 3, Suso, Cutrone, Bonaventura. Je sais que Bonaventura préfère jouer au milieu, mais je le trouve pour ma part meilleur en attaque. Je trouve qu'il est décisif, qu'il est percutant, qu'il a toutes les qualités. C'est vraiment le joueur providentiel de cette équipe depuis plusieurs années maintenant, et donc c'est à ce poste que je l'aligne. Alors, sur proposition d'Emiya, pour que, chers auditeurs, vous puissiez avoir une lecture un peu plus claire de ce qu'on vient de dire, on va chacun rappeler notre équipe type au complet. Nico, c'est parti. Bonucci, Musacchio, Romagnoli avec une défense donc à 3, sur les côtés Conti, Rodriguez, et au milieu Biglia, Kessié, Suso en 10 pour alimenter Cutrone actuellement avec Kalinic. Enfin après tout dépendra comment se passe donc la saison. Bonaventura remplaçant. Voilà. Je dis ça, mais je pense que Cutrone retrouvera une place sur le banc. Certainement dans le courant de saison, et dans ces cas-là, je te dis, on peut mettre Suso aussi en 9,5, et dans ce cas-là, Bonaventura derrière, ou il peut jouer au milieu. De toute façon, il y aura de la place pour tout le monde cette année, je pense. Emiya. Alors, donc moi, je pars sur un module en 4-3-3, évidemment Donnarumma dans les cages, une défense centrale Bonucci, Musacchio ou Romagnoli. Conti à droite, Rodriguez à gauche. Je profite en fait des qualités offensives de ces deux latéraux pour laisser un petit peu les couloirs plutôt libres, avec donc Kessié d'un côté du milieu de terrain, Biglia ou Locatelli en fonction des blessures de chacun devant la défense, et Bonaventura ou Çalhanoğlu en fonction des performances de chacun sur le côté gauche, et une attaque donc avec Suso à droite, Cutrone ou Kalinic dans l'axe, et plutôt Silva à gauche. Tom. Alors 3-5-2 ou 3-4-3 avec, tu vas m'obliger à dire son nom, Donnarumma dans les buts, Musacchio, Bonucci, Romagnoli en défense, sur les côtés Conti, Rodriguez, le milieu Kessié et Biglia avec Bonaventura avec soit un rôle de milieu, soit un rôle de deuxième ailier, et devant, accompagné donc de Bonaventura, Suso et Cutrone. Alors donc pour ma part, Donnarumma, défense à 3, Musacchio, Bonucci, Romagnoli, milieu de terrain, Conti, Kessié, Biglia ou Locatelli et Rodriguez, et en attaque, Suso, Cutrone, Bonaventura. Dernière partie, les pronostics, ou plutôt les attentes, car Mehdi n'est plus là. Que peut-on espérer de ce Milan 2017-2018, Nico? Alors je t'avoue que avant le début de saison, j'étais ambitieux, je pouvais même croire au titre. Je pense quand même que Milan sera la surprise de cette année en Serie A. J'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Milan termine dans les 4 premiers du championnat. Maintenant, le match contre Cagliari a quand même montré des lacunes. Il va falloir quand même du temps aussi, ces joueurs, pour que des automatismes se créent. Il faut quand même des matchs officiels. Maintenant, il y a quand même du talent. Ça me rappelle le Milan qui a gagné le dernier championnat d'Italie.
même si l'équipe était plus forte. Il y a quand même du talent individuellement pour faire des fois la différence dans certains matchs. La preuve, Milan marque à tous les matchs. On a réussi à gagner, même en étant moins bon que l'adversaire, alors que peut-être l'année dernière, ce match-là contre Cagliari, on ne l'aurait jamais gagné. Et là, même en étant en grande difficulté, on a gagné 2-1. Et mine de rien, au stade, les gens quand même étaient assez confiants. Et en plus, il y a un élan positif envers cette équipe. Donc voilà, terminer dans les 4 premiers du championnat pour retrouver la Ligue des Champions, parce que mine de rien, avec les investissements qu'ont fait la nouvelle présidence, ils ont déjà prévu, au cas où si Milan ne va pas en Ligue des Champions, un plan pour pouvoir continuer à financer le Milan AC et combler les dettes. Mais si à la Ligue des Champions, ce sera beaucoup plus simple. La preuve, l'Inter Toir avait prévu la même chose avec l'Inter, mais ça ne s'est pas passé comme ça s'est prévu. Et l'Inter aujourd'hui est quand même à des gros problèmes financiers, ne peut plus réinvestir autant qu'ils veulent sur le marché. Donc après, au niveau de l'Europa League, il faut aller le plus loin possible. Je pense que quand on voit le niveau de Manchester l'année dernière et les derniers gagnants, cette équipe du Milan là n'est pas inférieure aux dernières. Donc et surtout, tu n'affrontes pas que des cadors dans cette compétition. Tu peux arriver jusqu'en 8e ou en quart en affrontant enfin une très grosse équipe. Et c'est pas sûr que tu en affrontes une en 8e, en quart, en demi et en finale. Et pour finir, et pourquoi pas faire un bon parcours en Coupe d'Italie, en sachant que le 8e ce sera soit le Chievo, soit l'Hellas. En quart de finale, on devrait avoir un derby contre l'Inter, et on est de la bonne partie, hein, vu qu'en demi-finale, ça devrait être Fiorentina ou Lazio. Donc voilà. Emilia, tes pronostics? Alors, de toute façon, moi déjà, je vais partir d'un constat simple sur ce que j'ai vu dans les matchs qu'on a pu voir, que ce soit amicaux, tour préliminaire ou même les matchs de championnat. Ce Milan-là sera chiant à battre. De toute façon. Pour n'importe quelle équipe, je pense que ce Milan posera de toute façon des problèmes. Et plus la défense va avoir des automatismes, et plus ce sera vrai. Donc, en championnat, je pense que ça peut aller chercher quelque chose. Tu vois, au cœur de l'hiver, c'est pas forcément les meilleures équipes qui gagnent. C'est celles qui prennent le moins de buts, basiquement. Et je pense que Milan, à ce jeu-là, sera plutôt à l'aise. Donc, ouais, je pense qu'on peut viser la Ligue des Champions directement par le championnat. Je pense que c'est un objectif. C'est l'objectif raisonnable. de toute façon. Voilà, c'est un objectif raisonnable. Après, dire qu'on peut jouer le titre, moi j'y crois pas trop. Après, en fonction de l'évolution de la saison, pourquoi pas. Par contre, moi je fonde de très gros espoirs sur l'Europa League et je pense que Milan doit jouer le titre en Europa League. L'ADN du Milan, c'est les Coupes d'Europe. Il n'y a qu'à voir les palmarès comparés du Milan par rapport à d'autres grands clubs italiens. On a, en termes de proportion, beaucoup plus de Coupes d'Europe que les autres. Donc on se doit de viser la Coupe d'Europe, ne serait-ce que pour respecter l'identité du club. Donc pour moi, c'est la victoire en Europa League, une Ligue des Champions directement via le championnat, et la Coupe d'Italie, je dirais, c'est le meilleur parcours possible en fonction de l'effectif qui reste disponible, qui reste en bonne santé, etc. À voir. Parce que si tu te retrouves effectivement avec une équipe abordable, mais que tu as la moitié de ton équipe qui est soit crevée, soit blessée, tu n'iras pas loin. Donc, Non, mais tu avec peux faire ce qui tourner. reste. Oui, non, mais voilà, en faisant tourner avec ce qui reste, on voit jusqu'où on peut aller. J'ai pas d'attente particulière sur la Coupe d'Italie. Pas être ridicule, tu vas pas sortir contre une vieille équipe pourrie en 8e ou en 16e de finale. Mais après, voilà, si on prenons ce qu'il y a à prendre en Coupe d'Italie. Si d'autres équipes lâchent des matchs ou laissent passer leur chance, prenons-la. Prenons-la. Si on a l'opportunité de gagner un trophée, de toute façon, il faut le faire. Bien. Allez, Tom, qu'attends-tu de ce Milan? Alors pour la coupe, je rejoins Nico et Mia. Donc effectivement, on a quand même un tableau assez aisé, on va dire, à part peut-être donc l'Inter en quart de finale. Mais voilà, donc c'est pas une priorité. Donc il faut jouer tous les matchs à fond, mais il faudra aussi penser à faire tourner. On a vu que notamment dans les premiers matchs qu'on a quand même certains joueurs qui commençaient déjà à tirer la langue. On va faire tourner, même si voilà la coupe, vu le tableau, si on peut aller loin, autant prendre ce qu'il y a à prendre. Et taper la Juve en finale serait pas mal. Bon, ça c'est une petite aparté. Mais les deux gros points importants, ça restera le championnat et l'Europa League. Alors je rejoins totalement Emilia sur l'Europa League. Je pense que c'est une compétition qu'il ne faut pas bazarder. Chose qu'ont fait trop de fois les clubs italiens. Je pense notamment à l'Inter Milan justement l'an dernier. On a un parcours qui pour l'instant est sans accroc. On a un groupe qui est à mon sens quand même très très facile.
Alors, on a eu l'AEK Athènes, Rijeka et L'Austria de Vienne. Merci Nico. Je serai du déplacement à Vienne. Mais Nico est partout, hein. Ça c'est sûr. Il se fait même reconnaître dans les tribunes de New Camp, donc ça c'est incroyable. Ça c'est l'anecdote quand même, pardon Tom de te couper, mais c'est sidérant de savoir qu'il y a un type un jour qui a reconnu la voix de Nico de Casa Milan dans les tribunes du New Camp. Voilà, on est connu partout. Hein. C'est la classe. D'ailleurs au passage, les audiences sont incroyables en ce moment. Hein. Merci chers auditeurs, je n'en reviens pas. Voilà, Tom, tu finis. Donc ouais, l'Europa League, effectivement, il faudra aller vraiment le plus loin possible. Après, la question se posera forcément si courant printemps, donc vers mars, on est, je sais pas, je connais pas le calendrier par cœur, mais on est en quart de finale d'Europa League, qu'on affronte genre Arsenal par exemple, et qu'on est limite dans les 4 premiers en championnat. Là, il va falloir se poser la question sur quelle compétition il faut prioriser. Parce qu'effectivement, à force de tout jouer, on peut aussi tout perdre. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Ah bah pas l'état Zapata contre Arsenal et puis c'est tout. Hein. Ouais, bah voilà. Non, là, dans ce cas-là, voilà. Au contraire, l'inverse. Ça se dépendra donc de chacun, mais en tout cas, je pense que la question pourrait effectivement se poser d'ici là. Mais en attendant, je pense que jusqu'à printemps, on joue tout. La poule, on a largement les moyens, même en faisant tourner, de passer, avec tout le respect que j'ai pour Vienne, Rijeka et l'AEK Athènes. Et en championnat, voilà, je pense que le top 4, c'est un objectif raisonnable. Donc, on va pas faire un Mehdi et jouer le titre, parce que ça me paraît impossible avec le niveau, même malgré les départs de la Juve ou même du Napoli. Et je me méfie quand même, malheureusement, de l'Inter qui s'est plutôt bien renforcé. Superlio en parlait lors de la précédente émission dans son mot de la fin. Donc, je m'en méfie un peu. Mais malgré tout, voilà, je nous vois quand même dans les 4. Je parierai pas forcément là-dessus, mais sur le papier, je pense que c'est largement jouable et qu'il y a moyen en tout cas de faire une belle saison et accrocher avec des champions. Ouais, c'est vraiment un objectif prioritaire. Bon, pas grand chose à ajouter, je nous vois sur le podium pour ma part, je sais pas encore à quelle place, mais je vais pas dire dans les 4, je vais dire dans les 3, et puis aller le plus loin possible en Europa League. C'est vrai, Mia l'a gagné, ce serait sympa, ça nous ferait renouer vraiment avec l'Europe, et puis ça mettrait un peu de baume au cœur, un peu de piment à cette saison, qui s'annonce déjà très intéressante, mais bon, c'est toujours intéressant évidemment quand il y a les titres au bout, hein. Ça c'est une la palissade. On passe au mot de la fin précisément avec Nico. Le mot de la fin, moi, ce sera tout simplement pour ceux qui veulent faire des déplacements. Il y a le Milan Club Vaucluse avec qui je fais les déplacements depuis 5-6 ans. Ça fait 4 ou 5 ans que tu nous en parles, hein. Ça c'est sûr que ça fait celui-là, un bout de temps, il est bien cité, il est bien placé à chaque fois, mais tu as raison, ça fonctionne. Voilà, c'est les copains, et en plus, voilà, il y a des associations qui mangent, pas toutes, hein, mais il y a des associations qui mangent beaucoup sur le prix des places. Lui, il mange rien du tout. Le but, c'est juste qu'il veut juste vendre ses tickets pour faire vite vivre son asso. Donc voilà, pour ceux qui veulent. En plus, cette année, il y a une équipe sympa à voir, contrairement aux années précédentes. Et vous avez arc et flèche offerts juste à l'entrée du stade. Emilia. Alors moi j'ai 2 petits mots de la fin. Le premier, je viens de recevoir un texto, j'ai une offre pour Maori, j'ai un ami dans le BTP, il le prend pour 4,50€. D'accord, terrassement, ça prend doigt l'effet. Assainissement, tout ça, d'accord. Exactement, il prendrait même le frère a priori, hein, donc à voir, c'est en discussion. Oui, 2 pour le féminin, c'est fort. Voilà, autre chose, simplement un petit mot sympa. J'ai passé une année sans émission quasiment, sans football. Vous m'avez manqué, les auditeurs m'ont manqué, c'est pour ça que je suis revenu. Donc voilà, coucou à tous. Ah mais c'est réciproque, nous sommes très heureux de te retrouver. Puis en plus il y a la Coupe du Monde en fin d'année, donc là tu vas faire une saison très très longue. Tom. Alors, il y a eu récemment la dernière liste de Di Biagio pour les moins de 21. Donc, et j'ai eu le grand plaisir, en tout cas, de voir bon nombre de joueurs formés au Milan. Alors, il y a Cutrone, il y a Calabria, mais également Felicioli, dont j'en avais déjà parlé, qui a été prêté au Hellas Vérone, et Luca Vido, qui a été prêté ou vendu, je crois, à Bergame. Ça fait quand même du bien de voir que dans tout l'héritage gallianesque et berlusconien, il y a quand même une chose qui est fonctionné, et on le voit notamment dans les sections de jeunes, on voit de plus en plus de joueurs du Milan, en tout cas de jeunes du Milan. Donc que ça continue, parce que moi pour le coup là, quand j'ai vu la dernière liste, j'étais content. Puis d'une manière générale, quand j'ai vu récemment voir Donnarumma sur le terrain, Cutrone sur le terrain, Locatelli sur le terrain, je me suis revu il y a je sais plus 3 ou 4 ans avec la Primavera de Brocchi et avec les 3-4 mêmes joueurs qui étaient déjà là. Zanellato aussi il y a quelques jours. Hein. Oui voilà, Zanellato, c'est vrai que c'était contre Scandija où j'avais il y a Gabia qui a joué aussi. Hein, Gabia, ouais. Bien en plus. Bien joué. Plus intéressant que Zanellato d'ailleurs. Oui. J'ai bien aimé les deux, moi. Voilà,
Ça fait plaisir parce qu'effectivement, donc c'est des jeunes en tout cas que j'ai pu suivre quand ils avaient 15, 16 ou 17 ans et en voir quand même un certain nombre, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça au Milan. Bien, alors Ah, Emilia, et avant que je m'exprime, Emilia a quelque chose à ajouter. Ouais, juste pour terminer l'émission, je me serais dit qu'en plus un jour de fin de mercato, Tu vas ce chanter serait sympa. Non, un petit souvenir comme ça, juste un truc qu'on n'a pas entendu depuis longtemps et ça fait du bien de pas l'entendre depuis longtemps. Siamo Apostokosi. Ah, j'aurais parié, j'aurais gagné. Si j'avais parié, j'aurais gagné. Mais c'est une façon de s'exprimer. Écoute, oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas entendu ça depuis longtemps. Et pour ma part, je vais compléter ce que disait Tom. C'est vrai que c'est bien de voir les jeunes. J'espère qu'on les verra longtemps et qu'on en verra plus parce qu'on avait l'habitude ces derniers temps d'en sortir un par an. Hein. Il y a eu Donnarumma, Locatelli, bon là il y a Cutrone. J'espère qu'il y en aura d'autres, quoi. Hein. Et puis que les Gabbia, les Zanellato, puis les autres, Bellanova, tu nous en parlais peut-être dans quelques temps. On les verra. J'espère qu'ils vont pas être bouchés, qu'ils vont pas être, enfin que leur progression va pas être entravée. C'est ma grande hantise, ça. Il faut qu'il y ait des joueurs d'A Milan, mais c'est-à-dire pour moi formés au club pour prendre la relève et peut-être prendre le brassard un jour à Bonucci. Pas Donnarumma bien sûr, hein, on va pas faire l'allusion à Raiola qui signalait que le brassard lui avait été promis. Personne ne souhaite que Donnarumma porte le brassard, mais un jeune issu du centre de formation qui porterait à nouveau le brassard comme Baresi, comme Maldini par le passé, ce serait formidable, c'est ce que je souhaite. Un petit mot également, il y a Espagne-Italie ce week-end, hein, gros match de qualification, nos emplois du temps respectifs ne nous permettront certainement pas de faire une émission, même si on sait jamais, mais enfin il va falloir suivre ça attentivement, puisque beaucoup de choses vont se jouer ce samedi soir. Messieurs, je vous remercie, nous nous retrouvons, ça c'est sûr, pour le match contre la Lazio, donc dans une dizaine de jours. Bonne soirée à vous, bon week-end, salut! Ciao. Salut à tous.